Tu les connais, ces erreurs qu'on a toutes et tous fait par amour et qu'on s'est promis de ne plus jamais refaire? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo un peu croustillante, disons-le. Aujourd'hui on va passer en revue toutes les pires choses que vous avez faites par amour et que potentiellement vous regrettez, hein, parce que généralement quand c'est des pires choses, évidemment on regrette. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude, tu le sais maintenant, hein, sur Instagram, de venir me raconter quelles sont les pires choses que t'es faites par amour, en tout cas celles que tu ne voudrais pas refaire, que tu t'es promise de ne pas refaire. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir, je sens que ça va être sympa, c'est parti. On démarre par un classique, mais en même temps c'est toujours bien de rappeler les bases. C'est Gertrude qui s'est complètement oubliée dans une relation. Je te lis ce qu'elle nous raconte, c'est très intéressant. Hello Nad, j'étais amoureuse de mon meilleur ami, on couchait ensemble, mais lui ne m'aimait qu'en amitié. Aïe, déjà ça commence mal. C'était extrêmement dur. Pour essayer de lui plaire, j'ai essayé de changer mon apparence, j'ai essayé de changer d'amis, de changer mes goûts et même mon alimentation. J'ai essayé de ne pas le perdre et au final je me suis perdue moi-même. Hashtag terminé. Effectivement, je pense que s'il y a une erreur, mais qui est symbolique et universelle d'ailleurs, tu sais, c'est ce moment où tu te dis ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui plaire, et du coup tu veux tellement plaire à quelqu'un qu'au final tu changes complètement qui tu es. Et comme le dit Gertrude, t'essaies de changer d'apparence, d'amis, de goût. En fait tu cherches à changer complètement qui tu es parce que tu as identifié que ça, potentiellement, en plus c'est juste une projection de ton esprit, ça pourrait plaire à ton crush, et du coup tu te dis ah bah tiens, je vais être comme ça parce que je pense que si je suis comme ça je vais lui plaire. Alors qu'en réalité, déjà t'as pas forcément raison, si ça se trouve ça va pas vraiment lui plaire, et ensuite à quoi bon plaire à quelqu'un en n'étant pas soi-même? Rappelons-le, tu cherches quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime pour ce que tu n'es pas, bon c'est bien, tu vas peut-être passer 1 mois, 2 mois, 3 mois de love to love, et puis après chasse le naturel, de toute façon il revient au galop, et la personne en face va dire mais j'ai pas signé pour ça moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis vous allez vous séparer en fait. Et le pire du pire, je pense d'ailleurs, c'est d'essayer de se changer comme ça, comme la Gertrude l'a fait, en se disant comme ça l'autre va finir par tomber amoureux de moi. C'est typiquement, je couche avec mon meilleur ami n'est pas amoureux de moi, on est en sex friend et tout, on sait très bien ce qu'on veut, enfin en tout cas on fait genre on sait très bien ce qu'on veut alors que toi tu veux être en couple, et du coup tu te dis je vais continuer, je vais changer mon apparence, je vais changer comment je me comporte, je vais changer mes goûts, mes amis, blablabla, comme ça peut-être que je vais le faire changer. C'est la pire des idées du monde. Toi qui regardes cette vidéo, si tu te dis ah j'avoue je suis un peu en train de faire ça en ce moment, ne fais pas ça, c'est la pire des idées du monde, parce qu'encore une fois, comme je viens de te le démontrer, ça revient à ne pas rester toi-même finalement, et donc à essayer de faire en sorte que l'autre tombe amoureux d'une version qui n'existe pas de toi-même, donc ça ne sert à rien. Et puis en plus, comme le dit très bien Gertrude, tu te perds toi-même. Si tu changes tes goûts, si tu changes ton apparence, si tu changes tes amis, si tu changes tout, c'est plus toi en fait, t'es plus heureux ou heureuse comme ça. Donc surtout effectivement, ne jamais faire ça. Ce basique étant passé, passons aux histoires un peu plus croustillantes. Tiens on reste sur les basiques, mais basiques importants et très intéressants d'ailleurs, et en plus j'ai vécu exactement la même histoire, donc je vais pouvoir témoigner en même temps. Hello Nad, ici Gertrude, yo Gertrude, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je sais ce que tu penses des relations à distance et j'en avais une. Alors effectivement, j'ai tendance à pas être tout à fait pour les relations à distance, maintenant évidemment, chacun fait ce qu'il ou elle veut. Je le rappelle, moi-même j'ai eu une relation à distance quand j'étais plus jeune. Par amour, je lui envoyais des messages tout au long de la journée, ce qu'il faisait d'ailleurs aussi, et on s'appelait tous les soirs. Au début ça ne me dérangeait pas trop, mais à force je n'arrivais plus à prendre du temps pour moi et mes activités favorites, puisqu'on s'appelait chaque soir pendant plusieurs heures et que j'avais mes cours qui me prenaient toute la journée. Du coup, comme ça ne me convient pas, à l'avenir je ne compte pas envoyer des messages tout le temps et appeler ma partenaire chaque soir. Bien sûr avoir des nouvelles c'est important, mais un message par minute ce n'est pas nécessaire pour moi et ça m'oppresse même. Merci pour tes vidéos, tu m'as aidé à m'extraire d'une relation où je n'étais pas heureuse. Hashtag terminé. Écoute, très bien, je suis très contente d'avoir pu t'aider ma Gertrude. Pour le coup, cette histoire d'envoyer énormément de messages etc et de s'appeler pendant des heures pendant la relation à distance, alors pour la petite histoire, puisque je vous ai teasé un petit peu en vous disant que moi aussi j'ai vécu une histoire comme ça, j'avais 14 ans c'était ma première histoire d'amour en fait, et c'était une histoire à distance, et pareil on s'appelait pendant des heures le soir. Pardon, mon cum qui m'appelle, évidemment, pile quand je parle de mon ex. Je disais donc, on s'appelait tous les soirs, et c'est vrai qu'on s'envoyait aussi beaucoup de messages, et je me souviens, moi-même, alors que je suis une sacrée bisounours, et que c'était très important pour moi, notamment à l'époque, j'avais 14 ans, tu parles, de recevoir énormément d'appels, énormément de messages, et je me souviens quand même de m'être dit, ah putain, cette espèce de rythme dans lequel on s'est engouffré finalement, et ça me convient pas parce qu'effectivement, c'était vachement prenant. Je sais pas si le terme oppressant qualifie vraiment ce que je ressentais, mais je me sentais comme obligée, en tout cas. Obligée d'appeler, obligée d'envoyer des messages, et c'est vrai qu'en réalité, même en tant que grand ou grande bisounours, tu sais, il y a juste des moments où t'es content aussi, ou contente de passer un moment réel avec des gens qui sont réellement autour de toi, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, ou dans tes activités favorites, comme tu le dis ma Gertrude. Et je suis d'accord avec toi, c'est hyper important de s'écouter là-dessus, parce que tu sais, notamment les bisounours, encore une fois, comme tu sais toi-même que tu as besoin de messages, d'appels, etc., tu es très empathique avec l'autre et tu te dis, ah si j'envoie moins de messages ou si j'appelle moins,
forcément l'autre va s'inquiéter, je veux pas qu'on me fasse ça, donc je le fais pas à l'autre. Et du coup on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux parce que on veut trop se donner de nouvelles, trop s'appeler, trop s'envoyer des messages, et finalement on vit dans le virtuel alors que ça nous fait même pas plaisir. Parce que attention, si ça te fait plaisir, si t'es bien comme ça, si ça te fait vraiment kiffer d'avoir ton mec ou ta meuf pendant des heures tous les soirs sans exception au téléphone, que tu te sens pas du tout obligé, là c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que généralement quand on se cale ce rythme là, il va y avoir forcément un soir, 2 soirs, 3 soirs dans la semaine ou dans le mois selon ton emploi du temps, mais il va y avoir des soirs où tu vas te dire putain fais chier, il faut que j'appelle mon mec ou ma meuf. Et en fait c'est souvent là que la relation à distance se détériore, c'est que tu te sens obligé parce que tu veux pas faire de peine à ton mec ou à ta meuf, parce que tu veux le ou la rassurer, etc. Sauf que en le ou la rassurant, et ben toi, je suis désolée pour les travaux, c'est ultra chiant. Toi finalement tu fais un sacrifice et du coup, et ben à force de faire ces sacrifices là, t'en parles pas à l'autre évidemment puisque c'est quand même pour lui faire plaisir, pour lui faire du bien, pour le ou la rassurer, mais tu commences à nourrir une certaine rancœur en mode putain ça me fait chier d'envoyer autant de messages, ça me fait chier de passer autant d'heures au téléphone parce que j'ai parfois d'autres choses à faire, en réalité c'est normal, et souvent c'est là que ça pète. Donc attention, effectivement, ne pas refaire cette erreur là qui de toute façon nuit au couple, ne pas se forcer, même si on est un gros bisounours, y a pas de problème. On peut compenser par derrière en envoyant plus de messages ou quoi, ou même en prévenant l'autre en disant mon chéri, ma chérie, ce soir je vais pas pouvoir t'appeler, ça veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste que ce soir je vais profiter d'un moment réel avec les gens qui sont autour de moi, je te raconterai, je pense très fort à toi et je t'aime. C'est pas parce qu'on passe pas 3 heures au téléphone tous les soirs que ça y est la relation va s'arrêter. Au contraire, c'est parce que on se sent complètement libre et légitime à passer une soirée sans s'appeler ou sans s'écrire que justement le lendemain on va pouvoir se raconter ce qu'on a fait et tout, et on va être content, on va être léger. Donc attention, effectivement, grosse erreur à ne pas commettre ou à ne pas refaire si jamais tu l'as déjà faite, parce que finalement tu t'emprisonnes tout seul dans la relation et ça c'est jamais bon. C'est vraiment une histoire trop mignonne et honnêtement je me dis mais qui n'a pas fait cette erreur dans sa vie? C'est une histoire de collège mais c'est tellement touchant, je te la lis, tu vas comprendre. Hello Nad, je n'ai vraiment été amoureuse que 2 fois dans ma vie mais j'espère bien l'être encore. J'étais au collège, j'étais amoureuse d'un garçon qui était dans mon école, qui prenait des cours d'équitation dans mon centre, bref elle m'explique qu'il est ultra beau, blond aux yeux bleus, le coup de foudre immédiat. Bref, le coup de foudre. Étant très timide, je me contentais de l'aimer en secret et un jour est arrivée dans ma classe une nouvelle dont je me suis rapidement fait une amie. Un jour, alors qu'on discutait, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'elle m'avoua être folle amoureuse de mon crush. Ah non! Mais tu lui avais pas dit à ta copine? Elle était également très timide, mais elle m'a confié quand même vouloir tenter quelque chose avec lui. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans ma grande bonté d'âme? D'après toi, je sais très bien ce que t'as fait ma Gertrude. Oui, j'ai pris par le bras une autre amie et nous sommes allés voir mon crush pour lui demander, et lui forcer pas mal la main j'avoue, de sortir avec mon ami. Bien qu'il n'était pas vraiment partant, il a accepté d'essayer. Je suis donc allée chercher ma copine et j'ai amené Juliette voir son Roméo au casier où ils se sont roulés la plus grosse pelle que je n'ai jamais vue. Mais à côté, mon petit cœur s'est brisé. Oh ma pauvre Gertrude, mais c'est tellement triste. Je m'étais dit que de toute façon, je n'oserais jamais lui avouer mes sentiments, alors autant aider mon amie à lui avouer. Tout ça pour que 3 heures après, elle vienne me voir en me disant qu'ils avaient rompu. Vraiment une histoire de collège, j'adore. Tous ces efforts pour ça, bref, je veux bien jouer les entremetteuses, mais plus avec mes crushs, hashtag terminé. Ah mais je suis trop d'accord, Bon déjà, de toute façon, d'une manière générale, moi je suis plutôt contre les entremetteurs dans les histoires d'amour. À partir du moment où une histoire d'amour est censée fonctionner, il n'y a pas besoin d'entremetteur. Et même si on est au collège, surtout si on est au collège, parce que les mentalités sont parfois un petit peu étriquées. Toi t'étais vraiment une amie fidèle, hein, parce que il y avait un conflit d'intérêts et t'as quand même vraiment fait passer ton ami avant ton intérêt finalement. Les entremetteurs, les entremetteuses, c'est jamais une bonne idée dans les histoires d'amour. Et dans tous les cas, même si jamais toi tu deviens l'entremetteur ou l'entremetteuse dans une histoire, ne le fais jamais à tes dépens. Ma Gertrude, alors je te rassure, hein, j'ai fait la même chose que toi, j'ai été dans la même situation que toi, et j'ai fait ça aussi en faisant genre j'étais pas du tout intéressée par le mec. Mais en réalité tu te fais plus de mal qu'autre chose en faisant ça. À la limite, soit tu te tais et tu fais rien, soit tu dis à ta pote écoute moi aussi je suis en crush sur le même mec donc ça va être compliqué, non je suis désolée je peux pas trop t'aider, alors que moi-même j'aimerais être sa copine tu vois. Mais ne joue pas contre tes propres intérêts parce qu'en fait tu te fais du mal à toi-même. Finalement je vois parfaitement tu sais le processus qui se passe dans ta tête de pourquoi tu fais ça. Tu te dis que de toute façon s'il accepte de sortir avec cette fille c'est bien la preuve que dans tous les cas il allait pas sortir avec toi et puis tu te rassures comme ça. Mais en réalité peut-être que si toi t'avais osé demander pour toi tu serais sorti avec le mec. On sait pas, de toute façon c'est de l'histoire ancienne maintenant, mais si jamais tu te retrouves de nouveau dans cette situation, vraiment n'agis pas contre ton intérêt. C'est-à-dire qu'il s'agit pas non plus d'aller brouiller leur histoire, tu vois. Ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver, quoi qu'il arrive. Team les frères Scott. Je dis ça parce que c'est une citation des frères Scott. Bref. Donc oui, ne fais pas tout pour les brouiller non plus parce que ce serait pas très gentil ni très élégant, mais quoi qu'il en soit, ne fais pas tout non plus pour niquer ton jeu. Si ça se trouve, t'avais tes chances avec ce mec. Donc encore une fois, on va pas refaire l'histoire, mais si ça t'arrive de nouveau, tente plutôt toi ta chance plutôt que d'aller aider quelqu'un
d'autre à tenter la sienne, tu vois. Parce que c'est trop dommage, pourquoi t'irais coacher quelqu'un pour faire ce que tu rêves de faire alors que toi-même t'oses pas le faire? Enfin, ma Gertrude, non, on ne fait pas ça. On se fait passer soi d'abord. Et je te dis, quoi qu'il en soit tu restes statique en mode, bon, écoute ma Gertrude, je te laisse tenter ta chance, moi je vais tenter la mienne de mon côté, mais je suis désolée, par contre je vais pas non plus t'aider là-dedans alors que bah j'aimerais bien y arriver. Soit tu dis rien, mais dans tous les cas, va pas carrément être actrice pour changer le truc, tu vois, ça fait trop mal. Ah, tu la connais cette erreur où tu te dis, non mais il faut absolument que je fasse des efforts pour ma relation, et du coup tu te retrouves à faire 100% des efforts pour ta relation? C'est l'histoire de Gertrude. Hello Nad, ce que je vais te raconter n'est pas une histoire de folie, mais personnellement ça m'a servi de leçon, et tu vas voir, je comprends pourquoi quand même. J'ai eu une relation à distance de 3 ans où je faisais la totalité des trajets, donc je te raconte pas le budget déjà. À plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter cette relation parce que je n'en pouvais plus, mais lui me disait qu'il allait changer. Entre parenthèses, j'ai quand même essayé de casser 3 fois, soit une fois par an, la 4e a été la bonne, et finalement ça a détruit mon ego. Encore un an après, je remarque que je me comporte bizarrement. Je ne suis plus aussi entière qu'avant, mais ça va revenir, on ne perd pas espoir. Pour conclure, je garde en tête qu'il faut que je baisse ma barre d'exigence envers moi-même et que je sois plus attentive à ce que l'autre est prêt à faire pour moi, pour ne pas trop en demander aussi. Pour ne pas trop t'en demander, tu veux dire à toi. Des bisous à tout le monde, merci de véhiculer nos histoires à tous, ça aide, hashtag terminé. On est complètement d'accord ma Gertrude. Si jamais tu te rends compte que tu es dans une relation comme ça, où tu sais, évidemment tu te dis qu'il faut toujours, pas forcément faire des efforts, mais tu sais, donner de soi finalement, s'investir, et donc toi c'était ta façon à toi de t'investir dans la relation, tu t'es dit bon je vais faire les trajets et tout, mais s'investir, faire les trajets c'est très bien, mais tu peux pas t'investir à 100% et du coup que l'autre s'investisse à 0%. Une relation c'est un équilibre, c'est un échange. Alors il arrive évidemment, tu sais que la balance évolue, que parfois ce soit toi qui en fasses un peu plus, que de temps en temps ce soit l'autre qui en fasse un peu plus. Les relations humaines sont évolutives, c'est normal, on est vivant, on est traversé par des émotions, par des événements, il se passe des choses et parfois on est plus ou moins disponible pour s'investir plus ou moins dans la relation. Toujours est-il que la base c'est quand même 50-50. Il arrive qu'on soit à 40-60 ou qu'on soit à 70-30, mais 100% 0% ça n'arrive juste jamais. Tu sais, c'est exactement la même erreur finalement que celles et ceux qui commencent une relation et qui envoient tous les messages pour proposer de se voir et que l'autre propose jamais. Et ils me disent l'autre me propose jamais, est-ce que tu crois que je devrais continuer? Moi à ça je réponds toujours tu sais quoi, wait and see. Arrête de proposer puis tu vas voir si l'autre te propose. Si l'autre te propose pas, c'est clairement il ou elle en a rien à foutre et c'est la vérité. C'est pas parce que les gens sont occupés, c'est pas parce que les gens ont des drames dans leur vie. Enfin ça peut arriver évidemment hein, sauf exception particulière. C'est sûr que si l'un des deux vient de perdre ses parents, oui, tu vas pas attendre que l'autre te propose de vous voir, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, dans des circonstances à peu près lambda, s'il y a que toi qui fais les efforts ou qui fait un type d'effort particulièrement relou, type faire les trajets, c'est que c'est pas normal. Et donc dans ces moments-là, c'est littéralement un maxi red flag. Et putain, t'as tenu 3 ans comme ça, waouh. En plus t'as essayé de casser, comme tu dis. Et le mec à chaque fois il t'a dit je vais changer. Mais à quel moment ça t'est pas passé par l'esprit de lui dire ok tu vas changer, vas-y fais les trajets maintenant. C'est ouf, c'est dingue. Donc voilà, garde bien ça en tête toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu sens que tu fais 100% des efforts, mais encore une fois, que ce soit sur la prise de nouvelles, que ce soit sur la proposition de se voir, ou que ce soit sur des trucs un peu plus relous, comme dans l'histoire de Gertrude avec des trajets, ou même sur des cadeaux, ou même sur la thune, c'est important hein, la thune, l'air de rien. Si c'est toujours toi qui paye tout, c'est relou tu vois. Attention à l'équilibre en fait. L'équilibre ça va dans tout, ça va aussi dans à quel point tu donnes de l'amour, à quel point t'en reçois, dans les conversations aussi, à quel point tu écoutes l'autre et à quel point l'autre t'écoute, à quel point tu aides l'autre, à quel point l'autre est prêt à t'aider, etc. Tout ça c'est un équilibre. Et si tu sens vraiment que la balance est beaucoup plus lourde de ton côté que de l'autre, attention, c'est un maxi red flag. Et il faut oser ouvrir les yeux là-dessus, il faut oser crever l'abcès, en parler et voir si, une fois qu'on en a parlé, parce que parfois tu sais c'est pas forcément malicieux, parfois on se rend pas compte, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que pour nous c'est pas important ou quoi que ce soit, donc il faut toujours en parler d'abord. Et si une fois que vous en avez parlé, tu sens que l'autre trouve ça normal, ou alors que l'autre n'a pas du tout prévu de faire des efforts, ou alors fait genre va faire des efforts et n'en fait pas, c'est que potentiellement t'es pas avec la bonne personne quoi. Donc effectivement grosse erreur à ne pas refaire. Oh, on est sur une Gertrude blessée et pour cause. Hello Nad, la pire erreur que j'ai faite par amour, c'était de partir loin de ma famille et de mes amis dans un autre pays pour être avec mon copain. En même temps que j'avais pris cette décision, donc de partir dans un autre pays loin de sa famille et tes amis, lui a accepté une offre de travail en déplacement où on ne pouvait se voir que les week-ends. À ce stade, je me suis sentie trahie, tu m'étonnes. J'ai accepté l'irresponsabilité, les mensonges et les addictions en attendant que la personne change. Alors ça on va y revenir, mais pareil, très mauvaise idée. Quand j'étais plus jeune, je misais tout sur l'espoir parce que ça a marché une fois. Je me disais que si je garde l'espoir, tout est possible, mais ce genre de philosophie m'a fait perdre mes limites. Donc j'aimerais passer le message aux autres qu'il faut faire attention à ça, hashtag terminé. Ah ouais, ma Gertrude. C'est marrant parce que j'ai une copine qui m'a dit, en rigolant, parce qu'elle-même l'avait vécu, au moment où j'ai posté la story, tu sais, sur Instagram pour dire coucou, je prépare telle vidéo, envoyez-moi vos histoires, elle m'a dit moi je déménagerai plus jamais dans une autre ville à l'autre bout du monde pour un mec. Et effectivement, le délire de déménager pour quelqu'un, mais quand je dis déménager, je veux pas dire à 50 km, tu vois. Déménager en mode tu quittes ton taf, tu
tu quittes ton appart, tu quittes ta famille et tes amis par amour. Alors je peux pas dire que c'est une erreur à ne jamais refaire parce que honnêtement, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, mais je dirais que il faut être vraiment très sûr de soi quand on fait ça. Parce que l'air de rien, combien d'histoires j'ai eu de gens qui ont plié bagage littéralement en se disant allez, cette personne c'est la bonne, je pars avec, j'y crois, j'en ai envie, et qui au final se retrouvent à destination en se disant ah d'accord, il y avait que ça que t'étais prêt ou prête à m'offrir. Putain, mais si j'avais su, je serais restée chez moi quoi. Alors dans tous les cas, je pense que ce sont des expériences qui font grandir. Tu te prends une bonne leçon dans la gueule, l'air de rien, et puis parfois on reste aussi à destination et on se dit ok, après tout, peut-être que c'est l'occasion de créer une nouvelle vie, j'en sais rien. Ça peut être très enrichissant aussi, hein, attention. Mais c'est vrai que généralement, ce genre de situation là où il faut tout quitter par amour pour l'autre, moi j'ai tendance à dire, tu sais quoi, si ça fait évidemment 3, 4, 5 ans que vous êtes ensemble, bon bah oui, s'il faut partir à l'autre bout du monde parce que l'autre a trouvé un travail, en fait oui tu peux le suivre, tu sais pourquoi, le ou la suivre d'ailleurs. Si ça fait 3, 4, 5 ans que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Vous en avez déjà discuté ensemble avant de cette idée de partir à l'autre bout du monde. L'autre t'a demandé ton avis, t'a demandé ce que t'en pensais, t'as forcément donné ton accord pour que l'autre puisse se lancer dans les démarches pour que potentiellement ça aboutisse. Et du coup bah si ça aboutit, évidemment tu pars avec cette personne. Alors que si l'autre fait un peu ses petits délires dans son coin en mode bon bah toi de toute façon je te consulte pas, qui même me suivent ça passe ou ça casse, bah forcément si tu te retrouves devant le fait accompli, là j'ai quand même tendance, j'avoue, à estimer que c'est un red flag. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, quand tu considères vraiment quelqu'un dans ta vie comme important, je veux dire, si tu projettes de te barrer à l'autre bout du monde ou même à plusieurs centaines de kilomètres de là où t'habitais avant, bah t'en parles à la personne que t'aimes en fait, tout simplement, parce que t'as pas envie de la perdre, parce que t'as pas envie de partir sans elle. Donc pour moi c'est vraiment ça, le curseur en fait de comment savoir s'il faut partir avec l'autre, s'il faut déménager avec l'autre. En principe, on en a discuté avant. On en a discuté, on s'est dit si on était d'accord avec ça, et du coup comme on était d'accord, non sans quelques appréhensions hein, évidemment, mais comme on était d'accord, on a lancé les démarches. Encore une fois, si l'autre fait son petit schmilblick sans toi et te met devant le fait accompli, pour moi c'est red flag et vaut mieux pas y aller. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut aussi hein. Et puis alors en plus toi dans ton histoire, le mec tu déménages quand même à l'autre bout du monde pour lui, et puis là il chope un taf où il va pouvoir te voir que les week-ends. Génial, grosse ambiance. Tu m'étonnes que tu te sois senti trahi. Mais tu vois quand tu me dis oui j'ai accepté l'irresponsabilité, les mensonges et les addictions en attendant que la personne change, si je ne m'abuse, on en a déjà parlé dans le début de cette vidéo, mais ce n'est jamais une bonne idée. Se dire ah mais peut-être que moi je vais pouvoir le ou la faire changer, ou peut-être qu'il ou elle va changer tout court. Sachez les enfants qu'on ne change pas les gens. Mais alors ça vraiment, c'est mon papa qui m'a dit ça quand j'étais petite. Il m'a dit on ne change pas les gens. Et je comprenais pas trop. Je me disais bah si les gens changent. Tu sais on dit souvent ah t'as changé hein. Mais en fait non, on change pas les gens. Les gens évoluent bien entendu. Certaines personnes évoluent même vers une meilleure version d'eux-mêmes parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes, développement personnel toi-même tu sais. Mais on ne change pas les gens. On peut gommer un petit peu des défauts, on peut essayer de surligner ses propres points positifs etc. Mais dans tous les cas, on reste quand même toujours sur la même base. On a toujours plus ou moins les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes qualités et les mêmes défauts. On évolue, mais la base reste quand même toujours la même. On ne change pas les gens. Donc tu vois là tu me parles d'irresponsabilité, d'addiction, de mensonge, et tu te dis bon bah j'ai attendu que la personne change. Alors je vais pas non plus te dire que si tu sors avec un méchant, il ou elle va rester méchant toute sa vie. Honnêtement, je suis quand même convaincue que peut-être que cette personne ne restera pas méchante toute sa vie. En attendant, si cette personne a commencé à se comporter de cette façon avec toi, je vois pas pourquoi ça changerait, tu vois. Donc rappelle-toi bien de ça, on ne change pas les gens. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, notamment en début de relation, faites attention aux red flags. Si dès le début d'une relation, tu sais, dans les premiers dates, allez les 10 premiers dates, soyons généreux, tu vois des trucs où tu te dis ça j'aime pas. Mais des tout petits trucs, du style, je sais pas, admettons, la personne en toi adore faire la teuf alors que ben toi t'es vraiment en mode bon bah oui j'aime bien sortir mais pas trop souvent quoi, c'est déjà un red flag. Ça veut dire que vous n'avez pas le même rythme de vie, vous n'avez pas les mêmes aspirations, et c'est pas bon en fait si t'as envie de fonder un couple stable. De la même façon, si tu sens que la personne est un peu mytho, ou alors des choses un petit peu plus superficielles, par exemple si la personne fume et que toi tu supportes pas la fumée, ne crois pas que parce que vous allez sortir ensemble ça y est l'autre va arrêter de fumer. Tu vois, c'est que des trucs comme ça où il faut être attentif en fait, parce qu'on a chacun et chacune nos sensibilités, et si tu sens dès les premiers instants qu'il y a tel ou tel point qui heurte ta sensibilité, ça ne sert à rien de continuer en te disant non mais de toute façon ça va changer, parce que non, on ne change pas les gens, on ne change pas les gens. Si tu sors avec quelqu'un qui adore sortir et faire la fête alors que toi tu détestes ça, ou alors que ça te met en insécurité affective ou quoi que ce soit, bah tu vas être malheureux ou malheureuse. Donc dès le départ en fait, essaie de sonder la personne là-dessus, et si tu sens que les réponses sont pas à ta convenance, potentiellement il vaut mieux arrêter quoi, plutôt que de se lancer dans une relation dans laquelle tu vas pas être heureux ou heureuse. Vous voyez pas mais j'ai ce petit chien qui me fait du charme pour sortir
On a bientôt fini la vidéo, mon chien. Donc voilà, attention à tout ça. Je sais pas si on a le temps de passer à l'histoire suivante. On va voir. Oh waouh, tu parles d'un sacrifice, Gertrude. Mais ça c'est erreur de jeunesse, hein, pareil. Erreur à la con quand même, hein, ça fait chier. Enfin, je te lis l'histoire. Qu'est-ce que je suis grossière? Je dis trop de gros mots, il faut que je fasse attention. Léonade, je me suis mise en couple à 16 ans avec mon premier copain, tout se passait très bien. Et pendant le confinement, j'allais avoir 18 ans. Et pour être confinée chez lui dans son appartement et plus chez mes parents, j'ai décidé d'arrêter mes études après le bac et de travailler. Je regrette maintenant parce que pour faire le métier que je veux, il faut retourner dans les études pendant 2-3 ans. Voilà, c'est sûrement pas la pire histoire, mais pour dire qu'il faut suivre aussi ses projets perso avant le couple. Gros bisous à toi, hashtag terminé. Alors je suis d'accord avec toi, c'est pas la pire histoire, mais je comprends tellement que tu sois pas contente de toi après ça. Parce que tu vois, finalement ça se résume à quoi toutes ces pires erreurs qu'on refera pas par amour entre guillemets? Bah c'est faire passer la relation avant soi, faire passer l'autre avant soi, faire passer le bonheur de l'autre ou de la relation avant son propre bonheur. Et tu sais, on dit très souvent avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi-même, avant d'aider les autres il faut s'aider soi-même, etc. Mais comment veux-tu rendre une relation heureuse ou l'autre heureux si toi-même tu n'es pas heureux ou heureuse? Alors forcément, hein, au moment où tu te dis non mais vas-y je vais arrêter mes études comme ça je suis avec toi mon amour, sur le moment ça fait du bien, sur le moment t'es content ou contente parce que bah sur le moment du coup tu restes avec ton amoureux ou ton amoureuse, t'es un gros bisounours et ça te fait trop plaisir. Sauf qu'en fait effectivement c'est pour ça que je dis que c'est des erreurs de jeunesse. Tu sais quand on est jeune, je vais faire ma mamie pour une fois, quand t'es jeune genre quand t'as 16, 17, 18 ans ou même un petit peu après encore, hein, quand t'as un petit peu la folie passionnelle comme ça, tu te dis non mais je m'en fous de l'avenir, j'ai tout le temps devant moi, bla bla bla. En fait tu te rends pas compte que les années passent ultra vite et que bah si ton rêve par exemple c'était d'avoir tel ou tel boulot et que pour faire tel ou tel boulot il faut faire quelques années d'études, bah reprendre les quelques années d'études alors que ça fait déjà quelques années que tu travailles déjà, c'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut dire adieu à ton salaire et se remettre dans le cursus scolaire. Typiquement, moi il y a eu un moment où je me suis dit ah tiens, je ferais bien des études de psy, pourquoi pas, après tout avec ma chaîne YouTube et tout, pourquoi pas me lancer. Et j'ai vu qu'il fallait que je fasse encore 2 ans plus mémoire truc machin, j'ai fait ok c'est mort parce qu'en plus ça prend grave du temps, j'aurais pas pu travailler et tout. Et tu sais il y a un moment, t'as l'habitude d'avoir un salaire, c'est trop dur de retourner en arrière après ça. Donc ma Gertrude, je comprends que tu t'en veuilles et pour la petite moralité, effectivement toujours se faire passer soi avant la relation. Ce n'est pas une question d'être égoïste, pas du tout. Rappelle-toi seulement que malheureusement une relation ça peut se terminer. Je sais pas si t'es toujours avec lui d'ailleurs ou pas, mais une relation ça peut se terminer alors que toi ta vie elle continue. Donc si tu abandonnes un projet hyper important à tes yeux pour une relation d'amour, potentiellement tu choisis pas le chemin le plus long, on n'en sait rien. Mais bon quand même, quoi qu'il en soit, faire passer ton histoire d'amour avant que tes études, 9 fois sur 10 j'ai envie de te dire, c'est bullshit, c'est jamais une bonne idée. Pourquoi? Encore une fois, parce que celles et ceux qui sont faits pour être ensemble finissent toujours par se retrouver ou restent toujours ensemble, hein, pourquoi pas. Et du coup, même pendant tous ces confinements, même si tu choisis d'aller étudier dans une ville différente de celle de ton mec ou de ta meuf ou quoi que ce soit, en principe si vous êtes faits pour être ensemble, peut-être que vous allez vous séparer et vous allez vous remettre ensemble, bon ça on n'y croit pas trop, mais peut-être que juste vous allez tenir la distance en fait. Parce que ça existe, parce qu'il y en a qui tiennent, parce qu'il y en a qui s'aiment suffisamment ou qui ont simplement trouvé le bon rythme pour survivre à la distance et qui savent que ce sera pas pour toujours et qui vont réussir à survivre encore une fois à ça. Mais voilà, faire des sacrifices par amour, pourquoi pas, mais il faut jamais, au grand jamais, que ce soit un sacrifice substantiel pour toi. Si c'est quelque chose d'important pour toi, il faut le faire passer avant ta relation. Pourquoi? Encore une fois parce que ta vie elle continue et ta relation potentiellement elle peut s'arrêter, et surtout parce que si ta relation c'est la bonne, vous ferez en sorte que ça fonctionne quoi qu'il arrive. Alors évidemment il s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, mais typiquement continuer ses études, faire en sorte de poursuivre ses rêves, c'est une preuve d'amour pour soi et c'est une preuve d'amour de la part de l'autre, de te foutre la paix par rapport à ça et surtout de te soutenir par rapport à ça, tu vois. Donc non, on n'oublie pas ses études par amour, c'est pas une très bonne idée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ce que vous ne referez pas par amour comme erreur. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses, peut-être que ça t'a intéressé. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça prend moins d'1 seconde, c'est gratuit, tu cliques juste sur le bouton s'abonner et moi ça me ferait trop plaisir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est donc sur Instagram que ça se passe. Tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est donc à ce moment-là, tu l'auras compris, qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, alors déjà n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille, très bienveillante, très
accueillante, toi-même tu sais. Et surtout c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. D'autant plus que mon congé maternité ne va pas tarder à commencer et à ce moment-là je pourrai plus prendre de rendez-vous jusqu'à ce que j'ai une place en crèche et on ne saura pas quand est-ce que ça sera. Donc je te conseille de prendre rendez-vous FISA avec moi si ça te tente. Futilfutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.